Le mot qui revient le plus chez les analystes politiques pour qualifier la situation en Tunisie, c'est dérive. Dérive politique, dérive économique, dérive sanitaire. On peut légitimement se poser la question, vu la proximité de ce pays du Maghreb, petit pays, 163 000 km², un PIB de 40 milliards de dollars, et une population de 12 millions. Comment ce pays, qui était sorti avec de grandes promesses en 2011 avec le printemps arabe, en est-il arrivé là? Effectivement, il était sorti avec de grandes promesses de démocratie. L'Occident avait porté un œil attentif, voire affectif, sur ce pays qui avait opté pour la démocratie parlementaire avec une longue période de parti unique et d'autoritarisme et qui avait bouclé la boucle en 2014 en optant pour une constitution qui mettait en avant un système parlementaire. Même l'Académie suédoise avait donné le prix Nobel de la paix à 3 composantes de la société civile tunisienne, marquant par là son appui au processus démocratique dans ce pays qui avait gagné le rang de première démocratie dans le monde arabe. La démocratie est bonne comme système, comme disait Churchill, mais il faut aussi être attentif à ses performances économiques. Et là, le système des partis, le mode de gouvernance pris par les Tunisiens n'a pas montré une grande efficacité quant à la gestion économique. Et nous avons assisté à un longue baisse du PIB tunisien qui est parti en 2011 de 40 milliards de dollars, il est monté jusqu'à atteindre les 50 milliards et puis il y a eu un retournement de situation vu la gestion économique et les difficultés pour revenir à 40 milliards de dollars. C'était inquiétant. Les Tunisiens n'avaient pas apprécié ces performances. Ils l'ont fait savoir. Le taux de chômage était arrivé à 18%. Il y avait un problème dans la gestion du pays. Ce problème a été mis à profit par un professeur de droit constitutionnel, professeur ou assistant de droit constitutionnel, qui avait cru, ou qui croit toujours, qu'il peut résoudre le problème du pays en ayant recours à une ingénierie constitutionnelle. Et il s'est présenté aux élections de 2019 avec une nouvelle approche qui met à profit le ressentiment de la population tunisienne à l'égard d'un système qui n'a pas tenu ses promesses, un système qui n'a pas réalisé le développement économique, qui n'a pas effacé le chômage et qui n'a pas donné des résultats probants. Quelle est la proposition, et ça, c'est important de le souligner, du président Kais Saied? Le système parlementaire est inapte dans sa configuration de la Constitution de 2014 pour la Tunisie. Ce qu'il faut pour la Tunisie, c'est un système présidentiel avancé, un système où l'État est profondément décisionnaire et où il y a une certaine décentralisation de la décision au niveau des régions. La tâche qui était énorme, c'est-à-dire reconstruire l'économie tunisienne, essayer d'avoir une nouvelle perspective et ouvrir un système politique nouveau où le président de la République jouait un rôle essentiel. Il a été surpris, comme tous d'ailleurs, par l'arrivée, quelques mois après son élection, il a été élu, je crois, en novembre 2019, en mars 2020 est arrivé le Covid-19. Et là, le Covid-19, il interpelle
le mode de gestion de l'État. Il n'interpelle pas uniquement son système de santé. Cela a été vécu au Maroc. Il interpelle le système Tunisie et nous avons assisté à l'effondrement du système de santé tunisien, incapable de faire face à l'épidémie, incapable aussi de mobiliser les moyens pour acheter les vaccins. Il a dû en commander ailleurs, dans beaucoup de pays, incapable aussi d'encadrer et d'organiser la population pour affronter la pandémie. Le Maroc a fait des résultats bons, c'est ce qui se traduit par, permettez cette comptabilité macabre, par un nombre de décès inférieur à celui de la Tunisie. Tunisie, avec 12 millions d'habitants, elle a atteint le seuil de 30 000 décès. Le Maroc, avec 3 fois plus d'habitants, tourne autour de 16 à 17 000 décès. C'est significatif de la performance de chaque pays, de sa capacité à affronter les crises majeures. Cette incapacité à affronter une crise majeure dont a fait preuve la Tunisie a permis au président Kais Saied d'accentuer sa tendance à mettre à profit le ressentiment. Le terme de ressentiment n'est pas fort du peuple tunisien à l'égard des élites politiques tunisiennes traditionnelles. Certains analystes sont allés même plus loin en disant que le président Kais Saied, dans son ingénierie constitutionnelle, s'est basé sur les travaux d'un juriste allemand du début du XXe siècle qui a inspiré fortement le système nazi, c'est Carl Schmitt. Carl Schmitt qui met l'accent sur la nécessité dans tout pays pour qu'il soit performant, qu'il ait un État fort, un État qui prenne des décisions. Il a été interprété par le président Kais Saied comme un État qui dispose d'un président de la République qui puisse avoir les moyens de travailler seul et de contrôler l'ensemble des pouvoirs dans le pays. Et effectivement, il a élaboré la nouvelle constitution qui a été approuvée le 25 juillet de cette année, une constitution qui conforte son pouvoir, lui donne la possibilité de contrôler à la fois le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et même l'exécutif. Disons tout simplement et très franchement que c'est un système politique autoritaire. Système autoritaire, c'est bien. Cette ingénierie constitutionnelle peut, selon le président Kais Saied, sortir la Tunisie de la situation de crise et de faiblesse. Mais c'est sans compter sur la structure même de l'économie tunisienne qui est fortement dépendante de l'étranger, dans ses exportations, dans ses échanges, et même dans sa structure. Elle est essentiellement une économie volatile, composée d'une industrie qui dépend de l'étranger, d'une agriculture nettement déficitaire en moyens alimentaires pour le pays et bien sûr, un secteur des services dépendant du tourisme. 3 éléments qui font que la Tunisie se trouve dans une situation où l'international influence fortement la situation intérieure. Comment, dans cette perspective, avancer des prétentions souverainistes telles que avancées par le président Kais Saied? C'est ça la problématique qui s'est posée à la Tunisie et qui se pose toujours au système de pouvoir instauré par le président Kais Saied. Actuellement, la Tunisie, avec un PIB de 40 milliards de dollars, comme ça a été rappelé, a besoin d'ici la fin de l'année de 4 milliards de dollars de financement. 4 milliards de dollars de financement, évidemment, qui vont être sollicités par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international ne donne pas cette rallonge ou ce financement sans condition. Le Fonds monétaire international a émis des conditions pour pouvoir prêter à la Tunisie. 4 conditions sont là. D'abord, la réduction nette du nombre de fonctionnaires.
La Tunisie a un nombre anormalement élevé de fonctionnaires dans la fonction publique par rapport à sa population. Certains même sont allés dire qu'ils ont le même nombre de fonctionnaires que l'Allemagne, qui fait plus de 84 millions d'habitants. Réduction aussi du système de compensation. Bien sûr, la Tunisie, pour faire face à l'inflation mondiale, est obligée d'avoir recours à un système de compensation pour ne pas grever le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a aussi la nécessité de réformer la fiscalité, qu'elle soit plus large, élargissement de l'assiette, recours à l'imposition pour des secteurs économiques exclus. Et en quatrième lieu, il y a un élément fondamental, c'est celui de la réforme de ce que le Fonds monétaire international dit la réforme économique et la libéralisation. En d'autres termes, revoir le mode de gestion des entreprises publiques et ouvrir la perspective d'une privatisation. Tout ça met en porte-à-faux la politique et les perspectives d'action du président Kais Saied, qui se veut souverainiste, qui se veut très pro-palestinien, qui se veut contre l'Occident dans certaines choses, mais en même temps, il est pleinement dépendant de cet Occident dans sa structure économique. Que faire? Cela est la problématique que se pose pour ce genre de régime qui sont forts dans la description d'un état d'esprit peut-être de souverainisme, d'autonomie, ce qui est bien, mais en même temps sont fortement dépendants économiquement. La diplomatie tunisienne a cru qu'elle allait résoudre cela en ayant recours à de nouvelles alliances avec certains pays arabes, l'Égypte et les Émirats et derrière eux l'Arabie saoudite, de nouvelles alliances renforcées avec l'Algérie qui s'est empressée de dénoncer son refus de mainmise sur la Tunisie de pays étrangers, oubliant qu'elle-même était un pays étranger et elle avait qualifié la Tunisie d'une des wilayas de l'Algérie. Comment résoudre cette problématique pour le président Kais Saied? Le président Kais Saied, comme tout juriste, croit qu'il peut résoudre tout avec une ingénierie constitutionnelle, avec l'ingénierie des textes. Mais il y a la réalité concrète. La réalité concrète de la Tunisie, c'est que c'est un pays, certes, qui peut être prometteur, mais qui a des difficultés. La preuve qu'il a aussi une incapacité à contrôler ses flux migratoires. Il a aussi des faiblesses économiques certaines et il a besoin de l'Occident.